Je suis le genre de mec qui se méfie quand mon sandwich est coupé parfaitement en deux. Appelez ça de la paranoïa, ou de l'instinct de survie. Mais quand on est marié à Émilie depuis 8 ans, on apprend à lire les signes comme un météorologue lit les nuages d'orage. Je m'appelle Sam Callahan et je dirige des chantiers de construction à Minneapolis. Rien de bien chic, juste un col bleu qui s'est repéré quand quelque chose n'est pas d'équerre. Et dernièrement, toute ma foutue vie était aussi tordue qu'une promesse de politicien. Tout a commencé il y a 3 semaines, quand Émilie a commencé à travailler tard. Vraiment tard. Le genre de tard où elle rentrait à la maison en sentant un parfum de luxe qui n'était certainement pas le mien. Je porte de l'Old Spice. Ça, c'était un truc qui coûtait probablement plus que la mensualité de mon pick-up. Comment s'est passée ta journée, chérie, je demandais, levant les yeux de la rediffusion qui me tenait compagnie. Oh, tu sais, le train-train du marketing. On lance une grosse campagne. Elle me regardait à peine, se dirigeant déjà vers la douche. Je suis épuisé. Épuisé, tu parles. Parce que s'asseoir dans des salles de conférence à discuter du choix des polices de caractère, ça vous crève vraiment. Émilie travaille pour une agence de publicité de taille moyenne en centre-ville. Elle est douée pour son travail, vraiment douée. Elle pourrait vendre de la glace à des Esquimaux et leur donner l'impression d'être privilégiée. Le problème, c'est que je commençais à me demander ce qu'elle vendait d'autre. Le deuxième signal d'alarme, c'était son téléphone. Émilie avait l'habitude de laisser ce truc traîner partout comme de la petite monnaie. Maintenant, elle le gardait comme s'il contenait les codes de lancement nucléaire. Elle l'emmenait aux toilettes, dormait avec sous son oreiller, et si je jetais ne serait-ce qu'un regard dans sa direction, elle le happait plus vite qu'un pickpocket dans un piège à touristes. Qui n'arrête pas de t'envoyer des textos, j'ai demandé un soir alors que son téléphone vibrait pour la 10e fois pendant le dîner. Juste Tara du bureau. Tu sais comment elle est. Toujours en train de potiner sur quelque chose. Tara, la collègue et soi-disant meilleure amie d'Émilie. Le genre de femme à vous poignarder dans le dos puis à vous consoler en regardant la plaie saigner. Je l'avais rencontrée aux fêtes d'entreprise, tout en faux sourire et sac à main de créateur, le type de personne qui vendrait le dentier de sa grand-mère si le prix était bon. Mais c'est Dave qui m'a vraiment ouvert les yeux. Dave est mon meilleur ami depuis le lycée, il travaille dans la sécurité au centre commercial et il a un talent pour remarquer les choses qui clochent. On buvait des bières au Murphy's Tavern quand il a lâché la bombe. Sam, je ne veux pas être ce gars-là, mais j'ai vu Émilie mardi dernier chez Chaloron. Chaloron ? Le genre de restaurant français chic où ils vous facturent 20 $ pour une salade et agissent comme s'ils vous rendaient service. Émilie et moi n'étions pas allés dans un restaurant plus chic qu'un Applebee's depuis des mois. Elle était avec un type, a poursuivi Dave, en étudiant sa bouteille de bière comme si elle contenait les secrets de l'univers. Grand, l'air élégant, au volant d'une Audi R8 rouge. Mon estomac a fait une chute plus rapide qu'un ballon de plomb. Je savais exactement qui conduisait une Audi R8 rouge en ville. Rick Franklin, l'ex de fac d'Émilie, le gars qu'elle prétendait être de l'histoire ancienne et juste un ami maintenant. Ils avaient l'air assez proches, a ajouté Dave, puis il a rapidement levé les mains. Écoute, ce n'était peut-être rien. C'était peut-être pour le travail. Le travail ? Bien sûr. Le genre de travail qui nécessite des bougies et du vin qui coûte plus que mon salaire journalier. Cette nuit-là, j'ai commencé à faire attention. Vraiment attention. Les soirées tardives d'Émilie sont devenues une habitude. Tous les mardis et jeudis, comme une horloge. Elle s'habillait plus que d'habitude, portait ce parfum que je lui avais offert pour Noël mais qu'elle trouvait trop chic pour le quotidien. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait ensuite, mais aux grands mots les grands remèdes. Pendant qu'Émilie était sous la douche, j'ai fouillé le panier à linge. Appelez ça une intuition, un pressentiment, mais le bâtiment vous apprend à vérifier les fondations avant de faire confiance à la structure. C'est là que je l'ai trouvé, niché dans la poche de son blazer de travail comme la preuve irréfutable. Une confirmation de voyage par email, imprimée et pliée en tout petit. Miami, 4 jours, 3 nuits. Suite premium avec vue sur l'océan au Fontainebleau pour 2 personnes. Les dates étaient la semaine suivante. Émilie n'avait mentionné aucun voyage d'affaires à Miami. Bon sang, elle n'avait même pas mentionné Miami du tout. Mes mains tremblaient en lisant les détails. La réservation était au nom de Rick Franklin. Rick Franklin est invité. Le même Rick qui, soi-disant, ne signifiait rien pour elle.
Le même Rick qui était marié à une femme nommée Monica, une femme qui, selon Facebook, n'avait aucune idée que son mari planifiait une escapade romantique. Je me suis assis sur notre lit, fixant ce bout de papier comme si c'était un acte de décès. D'une certaine manière, c'en était un. C'était l'acte de décès de mon mariage, signé et daté, attendant juste que le médecin légiste le rende officiel. Émilie est sortie de la salle de bain, enroulée dans une serviette, fredonnant une chanson que je ne reconnaissais pas. « Tu as l'air heureuse », dis-je, ma voix sonnant étrange même à mes propres oreilles. « Juste eu une bonne journée au travail. » Elle a souri, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Sam, je dois te dire quelque chose. Je dois aller à Miami la semaine prochaine pour une conférence. Un truc de dernière minute. » Et voilà. Le mensonge, servi frais et fumant comme de la merde sur un plateau d'argent. Une conférence? J'ai gardé une voix neutre. Décontractée. Quel genre de conférence? Les tendances du marketing numérique. Un truc super ennuyeux. Tu détesterais. Elle s'habillait, sans me regarder. Je serais probablement coincé en réunion tout le temps. Qui d'autre y va? Juste quelques personnes du secteur. Tu ne les connais pas. Les mensonges venaient si facilement maintenant, roulant sur sa langue comme l'eau sur les plumes d'un canard. Je me suis demandé depuis combien de temps elle s'entraînait, combien d'autres mensonges j'avais avalés sans poser de questions. Eh bien, amuse-toi bien, dis-je. Essaie de ne pas trop travailler. Elle m'a embrassé sur le front, un baiser qui ressemblait à un adieu, et est allée se préparer un dîner tardif. Je suis resté sur le lit, tenant cette confirmation par email, me sentant comme le plus grand imbécile du Minnesota. Mais voilà le truc quand on est un imbécile. À un moment donné, on en a marre. À un moment donné, on décide de faire quelque chose. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à taper un message à Émilie. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier un long moment, puis j'ai écrit les mots qui allaient tout changer. Salut chérie, je voulais juste te dire que j'espère que tu passeras un super moment à Miami avec Rick. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas jaloux. C'est probablement juste un voyage sans conséquence avec ton ex, mais je pense que sa femme, Monica, pourrait avoir quelques inquiétudes. Tu crois que je devrais l'appeler pour la rassurer? J'ai fixé le message pendant 5 bonnes minutes avant d'appuyer sur « Envoyer ». Puis je me suis adossé et j'ai attendu que mon téléphone explose. Ça n'a pas pris longtemps. Mon téléphone s'est mis à sonner avant même que j'aie pu le poser. La voix paniquée d'Émilie venait de la cuisine. « Sam, il faut qu'on parle, tout de suite. » J'entendais ses pas marteler l'escalier, et quand elle a fait irruption dans notre chambre, son visage était blanc comme un mur fraîchement plâtré. Son téléphone était serré dans sa main comme une bouée de sauvetage, et ses yeux avaient ce regard sauvage de quelqu'un qui vient de voir son monde s'effondrer en temps réel. « Qu'est-ce que tu viens de m'envoyer ?» a-t-elle exigé, la voix tremblante. J'ai brandi la confirmation de voyage froissée. J'ai trouvé ça dans la poche de ton blazer. C'est marrant avec le linge, et aime. Ça finit toujours par faire remonter la saleté à la surface. Elle a fixé le papier comme si je tenais une grenade dégoupillée. Sam, je peux t'expliquer. Oh, j'en suis sûr. Tu es très doué pour expliquer les choses. Comme le fait que ce n'est qu'un voyage d'affaires, c'est ça? Sauf que la réservation est au nom de Rick, que c'est une suite romantique et que tu te faufiles avec lui depuis des semaines. La bouche d'Émilie s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson hors de l'eau. Je ne l'avais jamais vue sans voix auparavant. Ça valait presque le chagrin d'amour juste pour assister à ça. Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-elle finalement réussi à dire. Vraiment? Parce que ce que je crois, c'est que ma femme prévoit de se taper son ex-petite amie à Miami pendant que je reste ici comme un idiot à payer l'hypothèque d'une maison dont elle a déjà déménagé émotionnellement. C'est à ce moment-là que son téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait Monica Franklin, la femme de Rick. Émilie le fixa comme si c'était un cobra. Réponds, dis-je. Sam, s'il te plaît. Réponds à ce putain de téléphone, Émilie. Elle a rejeté l'appel, mais il a immédiatement recommencé à sonner. Puis mon téléphone a sonné, puis le sien à nouveau. C'était comme une symphonie de la trahison. Des téléphones, des accusations et le bruit des mensonges qui s'effondrent. Tu as vraiment appelé Monica, a chuchoté Émilie. Pas eu besoin. Je lui ai envoyé le même message qu'à toi,
avec une capture d'écran de ta confirmation de voyage. C'est fou la vitesse à laquelle les nouvelles voyagent à l'ère numérique. Le visage d'Émilie est passé du blanc au vert. Tu n'avais pas le droit. Je n'avais pas le droit? Je suis ton mari. Si quelqu'un a le droit de savoir que tu le trompes, c'est bien moi. Et si quelqu'un a le droit de savoir que son mari la trompe, c'est bien Monica. La sonnette a retenti. Puis quelqu'un a commencé à marteler notre porte d'entrée comme s'il essayait de la défoncer. Nous savions tous les deux qui c'était. Elle est là, a soufflé Émilie. Tu ferais mieux d'aller répondre. À moins que tu ne veuilles que tout le quartier entende Monica Franklin expliquer exactement ce qu'elle pense des briseuses de ménage. Émilie m'a regardé avec un mélange de haine et de désespoir. Sam, si tu m'as jamais aimé. Si je t'ai jamais aimé, et aime? Je t'ai aimé assez pour t'épouser. Je t'ai aimé assez pour travailler 60 heures par semaine pour que tu puisses poursuivre tes rêves. Je t'ai aimé assez pour te faire confiance quand tu as dit que Rick n'était qu'un ami. Mais l'amour a des limites. Et tu viens de trouver les miennes. Les coups sont devenus plus forts. Je pouvais entendre la voix de Monica maintenant, et elle n'utilisait pas sa voix d'intérieur. Émilie Callahan, sors ton cul de traîtresse d'ici, tout de suite. Mon Dieu, a marmonné Émilie. Elle va réveiller toute la rue. Probablement. Madame Henderson, la voisine, est probablement déjà en train de faire du pop-corn. C'est mieux que ces feuilletons. Émilie m'a lancé un regard qui aurait pu faire fondre de l'acier, puis est descendue pour affronter la tempête. Je l'ai suivie, en partie par curiosité, et en partie parce que je voulais une place au premier rang pour le spectacle que je venais de mettre en scène. Monica Franklin était tout ce qu'Émilie n'était pas, grande, blonde et actuellement plus en colère qu'un chat mouillé. Elle se tenait sur notre Porsche en jean de marque et un pull qui coûtait probablement plus que la mensualité de mon pick-up, tenant son téléphone comme une arme. Sale garce de traîtresse, a hurlé Monica dès qu'Émilie a ouvert la porte. 4 ans de mariage et voilà ce que j'obtiens. Mon mari qui planifie des escapades romantiques avec sa traînée de fac. Monica, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Comment tu as envoyé des textos à mon mari à toute heure? Comment tu le rencontrais pour dîner pendant que j'étais à la maison avec nos enfants? Comment tu l'as convaincu de réserver des vacances à Miami en me disant qu'il était trop fauché pour réparer notre toit? Je devais admirer les talents de recherche de Monica. Elle avait clairement fait ses devoirs dans les 30 minutes qui avaient suivi l'envoi de mon message. Ce n'est pas comme ça, a dit faiblement Émilie. Vraiment? Parce que j'ai des captures d'écran de tous les textos salaces que tu lui as envoyés. J'ai hâte de sentir le soleil de Miami sur notre peau. Rick, tu me fais sentir à nouveau vivante. Mon mari ne saura jamais ce qu'il manque. Ça te dit quelque chose? Le visage d'Émilie était maintenant de la couleur d'une tomate mûre. J'ai ressenti une satisfaction malsaine en la voyant se tortiller. Et vous? Monica s'est tournée vers moi. Merci d'avoir eu les couilles de me dire ce que mon propre mari n'a pas voulu me dire. Au moins un homme dans ce merdier a un peu d'intégrité. Je vous rends juste l'appareil, dis-je. Si c'était ma femme, je voudrais savoir. Eh bien, elle ne sera plus votre femme très longtemps si j'ai mon mot à dire. Rick est déjà en train de supplier pour son pardon, pleurant que c'était une erreur. Mais Émilie ici, elle planifiait ça depuis des mois. Émilie a retrouvé sa voix. Monica, tu ne comprends pas la situation. Je comprends que tu es une salope briseuse de ménage qui est sur le point de tout perdre. Ton mari, ta réputation, et si ça ne tenait qu'à moi, ton travail aussi. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai déjà appelé votre patron. Il s'avère que l'utilisation des ressources de l'entreprise pour planifier des affaires personnelles est contraire au règlement intérieur. Qui l'eût cru? J'ai regardé le visage d'Émilie passer par environ 6 émotions différentes en 2 secondes. La peur, la colère, le désespoir, et quelque chose qui aurait pu être du respect pour la minutie de Monica. C'est du harcèlement, a dit Émilie. Non, chérie. Ce sont les conséquences. Une chose que tu n'as clairement jamais apprise. C'est à ce moment-là que l'Audi rouge de Rick s'est garé dans notre allée. L'homme lui-même en est sorti, l'air de préférer être n'importe où ailleurs dans le monde. Rick Franklin était l'un de ces types qui avaient probablement atteint leur apogée à l'université. Toujours beau d'une manière générique, mais avec l'air mou de quelqu'un qui a trop longtemps surfé sur son charme. Monica, s'il te plaît,
a-t-il appelé, sans même regarder Émilie ou moi. Pouvons-nous en discuter à la maison? Discuter de quoi, Rick? Comment tu allais discuter des préférences d'Émilie en matière de bikini à Miami? Comment tu allais discuter de son corps dans cette suite avec vue sur l'océan? Rick m'a finalement regardé et j'ai vu quelque chose que je n'attendais pas. La honte. Une honte réelle et sincère. Sam, je suis désolé, mec. Ça a dérapé. Dérapé? J'ai ri et c'est sorti plus fort que prévu. Rick, tu as réservé des vacances romantiques avec ma femme. Ça n'a pas dérapé. C'est complètement dingue. Ça ne devait pas se passer comme ça. Comment ça devait se passer? Tu allais m'envoyer une carte postale. Monica s'est interposée entre nous. Ne t'excuse pas auprès de lui, Rick. Excuse-toi auprès de moi. C'est moi que tu as épousé. C'est à moi que tu as promis de renoncer à toutes les autres. Tu te souviens? Ou étais-tu trop occupé à planifier ta crise de la quarantaine pour te souvenir de tes vœux de mariage? À ce moment-là, la moitié du quartier était sortie pour assister au spectacle. Madame Henderson était en effet sur son porche avec ce qui ressemblait à un bol de pop-corn. Les étudiants d'en face filmaient avec leur téléphone. Tout cela allait être partout sur les réseaux sociaux d'ici le matin. Rentrez tous chez vous, a finalement hurlé Émilie. C'est privé. Privé, a ri Monica. Chérie, tu as rendu ça public au moment où tu as décidé de te taper mon mari. Maintenant, tout le monde va savoir exactement quel genre de personne tu es. Rick a essayé une dernière fois. Monica, si on pouvait juste. Juste quoi? Juste faire comme si ça n'était pas arrivé? Juste pardonner et oublier pendant que vous deux vous envolez pour Miami? Je ne crois pas, non. Elle a sorti son téléphone et a commencé à taper furieusement. Voyons voir, mon mari et sa maîtresse pensaient pouvoir s'enfuir à Miami dans mon dos. Merci à son mari de m'avoir fait savoir à quel genre de personne j'ai affaire, tricheur, briseuse de ménage, karma à venir. Tu ne peux pas publier ça, a protesté Émilie. Regarde-moi faire. Monica a appuyé sur « Envoyer », puis a levé les yeux avec un sourire qui rendrait un requin nerveux. Oh, et je vous ai identifiés tous les deux, ainsi que votre lieu de travail et une cinquantaine d'amis communs. J'espère que vous êtes prêts pour votre gros plan. Le téléphone d'Émilie a immédiatement commencé à vibrer de notifications. Rick avait l'air d'avoir envie de vomir. Tu détruis nos vies, a-t-il dit doucement. Non, a répondu Monica. Vous avez détruit vos propres vies. Je m'assure juste que tout le monde le sache. Elle s'est tournée vers moi une dernière fois. Sam, vous avez l'air d'un type bien. Vous méritez mieux que cette ordure infidèle. Ne la laissez pas vous manipuler en vous faisant croire que c'est de votre faute. Puis elle est retournée à sa voiture, est montée et est partie, laissant Rick planté dans notre allée comme un épouvantail dans un champ vide. Émilie et Rick se sont regardés, puis m'ont regardé, puis ont regardé les téléphones qui vibraient encore de commentaires et de messages. Eh bien, dis-je, je suppose que Miami est annulé. À moins que vous ne vouliez passer vos vacances à vous expliquer à tous ceux qui vous reconnaîtront grâce au poste de Monica pendant que vous y serez ensemble. Rick est remonté dans son Audi sans un mot de plus et est parti. Émilie est restée sur notre porche, fixant son téléphone alors que les notifications continuaient d'affluer. Tu as tout gâché, a-t-elle dit finalement. Non, et M. C'est toi qui as tout gâché. Je me suis juste assuré que tout le monde le sache. Elle est rentrée et je l'ai entendue au téléphone, appelant probablement Tara ou l'une de ses autres amies pour essayer de limiter les dégâts. Mais il était trop tard pour ça. Le chat n'était pas seulement sorti du sac. Il courait dans le quartier, postait sur les réseaux sociaux et appelait tous ceux qu'il connaissait. Je me suis assis sur les marches du porche et j'ai regardé les voisins retourner lentement chez eux. Madame Henderson m'a fait un pouce en l'air avant de rentrer. Les étudiants filmaient toujours, postant probablement ça sur TikTok ou Instagram ou n'importe quelle plateforme qui rendrait l'implosion de mon mariage viral. Mon téléphone a vibré. Un texto de Dave. Mec, tu es partout sur Facebook. Monica Franklin est une sauvage. Tu vas bien? J'ai répondu. Jamais été mieux. Et pour la première fois depuis des semaines, c'était vraiment vrai. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués, 43 textos et le son distinct d'Émilie pleurant dans la chambre d'amis. Elle s'y était installée pendant la nuit,
probablement après avoir réalisé que dormir à côté de moi allait être gênant dans un avenir proche. J'ai fait du café et j'ai vérifié mon téléphone. Le post Facebook de Monica avait été partagé 847 fois. La section des commentaires ressemblait à une zone de guerre, avec les amis d'Emily essayant de la défendre tandis que de parfaits inconnus la traitaient de tous les noms. La concession automobile de Rick avait déjà été taguée dans une douzaine de posts demandant si c'était ainsi qu'ils traitaient les mariages de leurs clients. Dave m'avait envoyé une capture d'écran de la page Yelp de l'entreprise d'Emily où quelqu'un avait laissé un avis 1 étoile, des employés briseurs de ménage qui utilisent leur temps de travail pour planifier des liaisons. À éviter pour des raisons morales. Merde, ai-je marmonné, ayant presque pitié d'Emily. Presque. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Sam Callahan? C'est l'inspecteur Martinez du commissariat de Minneapolis. Nous devons parler. Mon estomac s'est noué. À propos de quoi? La voiture de Rick Franklin a été vandalisée la nuit dernière. Votre nom est apparu comme quelqu'un qui pourrait avoir des informations. Génial. Tout ce dont j'avais besoin, être accusé d'un crime que je n'avais pas commis. J'arrive tout de suite. Je suis allé au poste de police en me demandant si Monica avait décidé d'aller plus loin que les réseaux sociaux. L'inspecteur était une femme d'une quarantaine d'années à l'air fatiguée qui semblait préférer enquêter sur de vrais crimes plutôt que sur des drames conjugaux. Monsieur Callahan, où étiez-vous la nuit dernière entre minuit et 3 heures du matin? À la maison. En train de dormir. Enfin, d'essayer de dormir. Ma femme passait des appels jusqu'à environ 2 heures. Peut-elle le vérifier? Probablement, mais elle ne me parle plus vraiment en ce moment. Nous avons quelques problèmes conjugaux. L'inspecteur Martinez a consulté ses notes. Oui, j'ai cru comprendre d'après la déclaration de Monsieur Franklin. Il a mentionné que vous étiez contrarié par un voyage prévu à Miami. Contrarié est un euphémisme, mais je n'ai pas vandalisé sa voiture. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Quelqu'un a versé du décapant à peinture dessus. La finition est complètement détruite. On parle d'environ 15 000 $ de dégâts. J'ai sifflé doucement. C'est une vengeance coûteuse, mais ce n'est pas moi. Monsieur Franklin semble penser que vous aviez un mobile. J'avais un mobile pour être furieux. Je n'avais pas de mobile pour commettre un acte de vandalisme qualifié. Je suis chef de projet, inspecteur. Je résous les problèmes avec des papiers et des appels téléphoniques, pas avec du décapant à peinture. Elle m'a étudié un instant. Votre alibi tient la route. Madame Henderson, votre voisine, a confirmé vous avoir vu sur votre porche jusqu'à environ 23h30. Et les relevés téléphoniques de votre femme montrent qu'elle passait des appels depuis votre maison jusqu'à 2 heures du matin. Donc, je ne suis pas suspect? Plus maintenant. Nous avons trouvé le vrai coupable il y a environ 1 heure. Qui? L'inspecteur Martinez a souri pour la première fois depuis mon arrivée. Monica Franklin. Il s'avère qu'elle a une clé de la voiture de son mari et a pris le décapant dans son studio d'art. Elle a avoué ce matin. Elle a dit qu'elle voulait s'assurer qu'il ne pourrait plus conduire son mobile à tromperie. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Elle a vraiment fait ça? Elle l'a vraiment fait. Elle est inculpée pour destruction de biens, mais entre vous et moi, je ne pense pas qu'elle s'en soucie. Elle a aussi demandé le divorce ce matin et a vidé leur compte joint. J'ai quitté le poste de police avec une nouvelle appréciation de l'engagement de Monica Franklin envers la vengeance. Elle n'était pas seulement en colère, elle était stratégiquement en colère. Le genre de colère qui vient avec un plan et les ressources pour l'exécuter. Quand je suis rentré à la maison, Emily était assise à la table de la cuisine, son ordinateur portable ouvert et des mouchoirs éparpillés comme des confettis. Elle a levé les yeux quand je suis entré, ses yeux rouges et gonflés. La police a appelé, a-t-elle dit. Ils ont dit que tu n'étais pas suspect. Non. Monica m'a devancé. Apparemment, elle a un meilleur accès au décapant que moi. Emily a presque souri à ça, puis s'est reprise. Sam, il faut qu'on parle. Je t'écoute. Tout ça est devenu incontrôlable. Les gens m'insultent. Mon patron veut me voir lundi matin. Et Tara dit que je devrais probablement chercher un nouveau travail. Les conséquences, et c'est une vraie saloperie. Je sais que tu es en colère. En colère ne suffit pas. Je suis furieux. Je suis blessé.
Et j'en ai fini de prétendre que ce mariage est quelque chose qu'il n'est pas. Elle s'est remise à pleurer. Ça ne devait pas se passer comme ça. Comment ça devait se passer? Tu allais revenir de Miami et me dire que tu voulais divorcer? Ou tu allais juste continuer à te faufiler jusqu'à ce que je le découvre par moi-même? Je ne sais pas. Je ne réfléchissais pas clairement. Tu réfléchissais assez clairement pour réserver une chambre d'hôtel et me mentir en face pendant des semaines. Émilie a essuyé ses larmes et m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être du désespoir. Et si on allait voir un conseiller? Et si on essayait de régler ça? Je me suis assis en face d'elle, la regardant vraiment pour la première fois depuis des mois. Elle était toujours belle, toujours la femme dont j'étais tombé amoureux 9 ans plus tôt. Mais quelque chose de fondamental avait changé, et nous le savions tous les deux. Et M, tu ne m'as pas seulement trompé. Tu as planifié de me tromper. Tu as réservé des vacances, menti à ce sujet, et tu serais allé jusqu'au bout si je n'avais pas trouvé cette confirmation. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Une série de choix. Les gens font des erreurs. Ce n'était pas une erreur. Une erreur, c'est d'oublier de prendre du lait en rentrant à la maison. Ça, c'était une trahison calculée de tout ce que nous nous étions promis. Elle est restée silencieuse un long moment. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, tu trouves un autre endroit où vivre. Maintenant, on prend des avocats. Maintenant, on essaie de comprendre comment diviser 8 ans de mariage et de sauver un peu de dignité de ce gâchis. Sam, s'il te plaît. Je n'essaie pas d'être cruel, et M, mais je ne peux plus te faire confiance. Et sans confiance, nous n'avons pas de mariage. Nous avons juste 2 personnes vivant dans la même maison, prétendant que tout va bien. Mon téléphone a vibré. Un texto de Dev. On se retrouve au Murphy S à 18h. C'est toi qui paies, et j'ai des nouvelles de Rick. J'ai regardé Émilie, qui fixait son écran d'ordinateur comme s'il pouvait contenir les réponses à tous ses problèmes. Je sors ce soir. Quand je rentrerai, j'apprécierais que tu sois installé ailleurs. Chez ta sœur, chez ta mère, où tu veux. Mais pas ici. C'est aussi ma maison. Ouais, eh bien, c'est aussi la maison où tu as prévu de me tromper. C'est marrant comme ça change les choses. Je suis monté prendre une douche et me changer, laissant Émilie à la table de la cuisine avec ses larmes et son ordinateur portable. Quand je suis redescendu, elle était partie. Sa voiture n'était pas dans l'allée, et elle avait laissé un mot sur le comptoir. Je suis chez maman. On en reparlera plus tard. J'ai froissé le mot et je l'ai jeté. Puis je suis allé au Murphy S Taverne pour retrouver Dev et découvrir quelles autres surprises cette journée me réservait. Le Murphy S était bondé pour un samedi soir, mais Dev avait réservé notre table habituelle dans le coin du fond. Il sirotait déjà une bière et m'avait commandé un whisky. Le bon, pas l'alcool de base qu'on buvait d'habitude. Tu as une sale gueule, dit-il quand je me suis assis. Je me sens encore plus mal. C'est quoi ces nouvelles sur Rick? Dev a souri. Tu te souviens de mon pote Tony qui travaille à la banque? Ouais. Eh bien, Tony dit que Rick est venu ce matin pour essayer d'obtenir un prêt d'urgence. Il semblerait que Monica ait vidé leur compte, et il reste environ $300 à Rick jusqu'à ce que les avocats règlent les choses. Aïe. C'est encore mieux. Tony dit aussi que Rick vit bien au-dessus de ses moyens. La voiture, la maison, les dîners chics, tout est à crédit. Le gars est endetté jusqu'au cou. Et sans les revenus de Monica, il est pratiquement fauché. J'ai siroté mon whisky et j'ai ressenti une lueur chaude qui n'avait rien à voir avec l'alcool. Donc, il ne peut pas se payer Miami, même si Émilie voulait encore y aller. Il ne peut même pas se payer un McDonald's à ce stade. Mais voici la meilleure partie. Sa concession le licencie. Quoi? La campagne de Monica sur les réseaux sociaux a fonctionné. Les gens ont commencé à appeler la concession pour demander s'il soutenait l'adultère. Le propriétaire a eu peur de la mauvaise publicité et a décidé que Rick était plus un problème qu'un atout. J'ai regardé Dev, stupéfait. Elle l'a fait virer. À compter de lundi. Monica Franklin ne plaisante pas. Mon Dieu. C'est un véritable rouleau compresseur à elle toute seule. En parlant de rouleau compresseur, comment Émilie gère-t-elle tout ça? À peu près comme on peut s'y attendre. Elle est chez sa mère,
recevant probablement de la sympathie et des conseils sur le mari terrible que je suis. Dave a levé sa bière. Au mari terrible qui ne tolère pas les femmes infidèles. Nous avons trinqué, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. L'espoir. Pas l'espoir qu'Emily et moi puissions arranger les choses, ce navire avait coulé, mais l'espoir que je pourrais peut-être sortir de ce gâchis avec un peu d'amour-propre intact. Alors, quel est ton prochain coup, a demandé Dave. Prendre un avocat. Protéger les biens que je peux. Essayer d'éviter que ce divorce ne me détruise financièrement. C'est tout? Tu vas juste les laisser s'en tirer? Qu'est-ce que je suis censé faire d'autre? Dave s'est penché en avant, baissant la voix. Sam, tu as un avantage. C'est Emily qui a trompé. C'est Rick qui a poursuivi une femme mariée. Monica leur fait déjà vivre un enfer. Mais toi, tu restes là à encaisser. J'ai révélé la liaison. C'est déjà quelque chose. C'est juste le premier coup. Si tu veux gagner cette partie, tu dois penser avec 3 coups d'avance. J'ai regardé mon ami, ce type qui me protégeait depuis le lycée, et j'ai réalisé qu'il avait raison. J'avais joué en défense alors que j'aurais dû jouer en attaque. À quoi tu penses? Dave a souri, et c'était le genre de sourire qui signifiait généralement des ennuis pour quelqu'un. Laisse-moi te parler d'une conversation que j'ai eue avec Monica Franklin cet après-midi. Le lundi matin a frappé la vie d'Emily comme un train de marchandises transportant de mauvaises nouvelles et des papiers de licenciement. Je le sais parce que Tara m'a appelé à 7 heures du matin, hystérique et parlant si vite que je pouvais à peine la comprendre. Sam, tu dois aider Emily. Monsieur Peterson l'a convoquée dans son bureau à la première heure. Il y avait des gens des RH et ils disent qu'elle a violé le règlement de l'entreprise en utilisant les ressources du travail pour des affaires personnelles et Monica Franklin leur a envoyé des copies de tous ces textos. Calme-toi, Tara. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ils l'ont virée. Ils ont viré Emily. Ils ont dit qu'elle menait des affaires personnelles sur son temps de travail et que la publicité négative affectait les relations avec les clients. Sam, tu dois faire quelque chose. J'ai presque ri. Faire quelque chose? Tara, c'est Emily qui a créé ce bazar. Je ne fais que vivre dedans. Mais c'est ta femme. C'est ma future ex-femme qui prévoyait de me tromper à Miami. Pardonne-moi si je ne me précipite pas à son secours. Tara m'a raccroché au nez, ce qui n'était pas un problème. J'avais de plus grosses préoccupations, comme le fait qu'Emily allait être au chômage et me demanderait probablement une pension alimentaire et le divorce. J'ai appelé mon avocate, enfin, l'avocate que Dave m'avait recommandée, et j'ai pris rendez-vous pour l'après-midi. Puis je suis allé travailler, où les gars de mon équipe me traitaient comme une sorte de héros. Callahan, a crié mon contremaître, Big Mike, quand je suis arrivé sur le chantier. J'ai entendu dire que tu avais surpris ta femme en train de te tromper et que tu avais fait virer le type. C'est vrai? Quelque chose comme ça. Bien joué, mec. Faut pas se laisser marcher sur les pieds. C'était étrange d'être le sujet des ragots au travail pour des raisons positives. Habituellement, quand les gens parlaient de votre vie personnelle sur les chantiers, c'était parce que vous aviez foiré quelque chose, mais apparemment, démasquer sa femme infidèle faisait de vous un héros populaire dans le monde des cols bleus. Mon téléphone a sonné vers midi. Emily. Sam, il faut qu'on parle. Je suis au travail. J'ai perdu mon emploi. J'ai entendu. Tara m'a appelé ce matin en pleurant comme si quelqu'un était mort. C'est sérieux. Comment je vais payer mes factures? Comment je vais vivre? Je ne sais pas, et M. Tu aurais peut-être dû y penser avant de décider de faire exploser notre mariage. C'est toi qui as fait ça. Toi et cette psychopathe de Monica Franklin, vous avez détruit ma carrière. Je me suis éloigné du chantier, baissant la voix. Je n'ai rien fait d'autre que de dire la vérité. Si la vérité a détruit ta carrière, tu devrais peut-être examiner les choix qui ont mené à cette vérité. J'ai besoin d'argent, samedi. Je ne peux pas rester chez ma mère éternellement, et je ne peux pas me payer un appartement sans travail. Ça ressemble à un problème qui te concerne. Nous sommes toujours mariés. Tu as une obligation légale. De subvenir aux besoins de ma femme, oui, mais pas de financer la liaison de ma femme. Parle à un avocat si tu veux de l'argent de ma part. J'ai raccroché et je suis retourné travailler, mais je n'arrivais pas à me concentrer.
Émilie avait raison sur un point, nous étions toujours légalement mariés, ce qui signifiait que je pourrais être obligé de subvenir à ses besoins, même si c'était elle qui avait trompé. L'idée de payer une pension alimentaire pour financer sa nouvelle vie avec Rick me retournait l'estomac. Cet après-midi-là, j'ai rencontré une avocate, une femme élégamment vêtue nommée Patricia Chen, spécialisée dans les cas de divorce. Elle a écouté mon histoire sans jugement, a pris des notes et a posé des questions pointues sur nos finances. La bonne nouvelle, c'est que le Minnesota est un État où le divorce sans faute est la norme, ce qui signifie que la liaison n'aura pas d'impact direct sur la division des biens, a-t-elle dit. La mauvaise nouvelle, c'est qu'Émilie pourrait avoir droit à une pension alimentaire, surtout s'il y a une disparité de revenus significative. Elle gagnait bien sa vie avant d'être virée. Mais elle est au chômage maintenant. Et si elle peut argumenter que la perte de son emploi est liée à vos actions plutôt qu'à sa liaison, elle pourrait avoir un dossier pour une aide temporaire. C'est insensé. C'est elle qui a trompé. Je suis d'accord que c'est injuste, mais la loi ne correspond pas toujours à notre sens de la justice. Cependant, il y a des moyens de vous protéger. Avez-vous envisagé qu'Émilie ait pu utiliser les biens matrimoniaux pour financer sa liaison? J'ai pensé au dîner coûteux que Dave avait mentionné, aux nouveaux vêtements, aux parfums. Probablement. Si nous pouvons documenter qu'elle dépensait les fonds matrimoniaux pour sa relation avec Rick, nous pourrions peut-être plaider pour un remboursement. C'est ce qu'on appelle la dissipation des biens matrimoniaux. Patricia m'a donné des devoirs, rassembler les relevés bancaires, les factures de carte de crédit, les relevés téléphoniques, tout ce qui pourrait montrer qu'Émilie avait utilisé notre argent pour financer sa liaison. C'était un travail de détective, mais j'étais motivé par la possibilité de ne pas avoir à payer 2 fois pour la trahison d'Émilie. Ce soir-là, j'étais en train de passer en revue nos dossiers financiers quand on a sonné à la porte. À travers le Judas, j'ai vu Rick Franklin sur mon Porsche, l'air nerveux et agité. Il était seul, ce qui m'a surpris. Je m'attendais à ce qu'Émilie soit avec lui. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invité à entrer. Rick, que puis-je faire pour toi? Sam, je sais que tu as toutes les raisons de me détester, mais je dois te demander quelque chose. Je t'écoute. Peux-tu calmer Monica? Elle détruit ma vie. J'ai presque ri. La calmer, Rick? Je connais à peine cette femme. Ce n'est pas mon chien d'attaque. C'est ta femme qui est furieuse que tu aies prévu de la tromper. Elle m'a fait virer. Elle raconte à tout le monde en ville que je suis un tricheur et un mauvais payeur. Elle ne me laisse pas voir mes enfants. Ça ressemble aux conséquences. Allez, mec. J'ai fait une erreur, mais ça ruine tout. Ma carrière, ma réputation, ma relation avec mes enfants. Je suis sorti sur le porche, fermant la porte derrière moi. Rick, laisse-moi te demander quelque chose. Quand tu réservais cette chambre d'hôtel à Miami, as-tu pensé à mes sentiments? Quand tu envoyais des textos à ma femme à toute heure? As-tu considéré comment ça pourrait m'affecter? Quand tu prévoyais de te la taper dans cette suite avec vue sur l'océan, est-ce que tu en avais quelque chose à foutre de mon mariage? Non. Alors pourquoi devrais-je en avoir quelque chose à foutre du tien? Rick a passé ses mains dans ses cheveux, et j'ai pu voir le désespoir dans ses yeux. Parce que je t'en supplie, d'homme à homme. J'ai merdé, mais je ne mérite pas de tout perdre. Tu sais ce que je ne méritais pas? C'est de découvrir que ma femme me trompait en trouvant des confirmations de voyage dans sa poche. Mais la vie est drôle. Parfois, on a ce qu'on mérite, et parfois on a ce qu'on récolte. Sam, s'il te plaît. Voilà le truc, Rick. Même si je voulais t'aider, ce que je ne veux pas, je ne pourrais pas. Monica ne fait pas ça parce que je lui ai demandé. Elle le fait parce que tu l'as trahi. Tu veux que ça s'arrête? Arrange les choses avec ta femme, mais laisse-moi en dehors de ça. Rick avait l'air sur le point de pleurer. Elle ne veut pas me parler. Elle a demandé le divorce, a pris les enfants, a vidé nos comptes. Je vis dans un motel. Bienvenue au fond du trou. J'ai entendu dire que la vue est nulle, mais c'est un excellent point de départ pour reconstruire son caractère. Je suis rentré, laissant Rick planté sur mon Porsche. À travers la fenêtre, je l'ai regardé s'asseoir dans son Audi endommagé pendant près de 10 minutes avant de partir. J'ai ressenti un moment de quelque chose qui aurait pu être de la pitié, puis je me suis souvenu des textos qu'Émilie lui avait envoyés, et ce sentiment est passé. Mon téléphone a vibré. Un message de Monica.
J'ai entendu dire que Rick t'a rendu visite. J'espère que tu lui as dit où il pouvait se mettre ses excuses. J'ai répondu. Quelque chose comme ça. Comment tu tiens le coup? Mieux chaque jour. Les papiers du divorce sont déposés. Les enfants s'adaptent. Et je commence à me souvenir de ce que c'est que de ne pas être marié à un tas d'ordures menteurs. Et toi? Émilie a perdu son travail aujourd'hui. Bien. Les actions ont des conséquences. Elle est sur le point d'apprendre cette leçon à la dure. Je commençais à comprendre pourquoi Dave m'avait suggéré de parler à Monica. Elle n'était pas seulement en colère, elle était stratégiquement en colère, et elle gagnait sa guerre contre Rick d'une manière que je n'avais même pas envisagée. Monica, je peux te demander quelque chose? Vas-y. Comment as-tu su qu'il fallait s'attaquer au travail de Rick? La plupart des gens auraient juste crié et jeté des objets. Je ne suis pas comme la plupart des gens. Je suis une femme qui s'est fait tromper par un homme qui pensait que j'étais trop stupide pour me battre. Rick m'a toujours sous-estimé. Il disait que je n'étais qu'un joli visage qui avait eu de la chance de le décrocher. Il s'avère que les jolis visages peuvent être très intelligents quand ils sont motivés par la vengeance. Je me suis surpris à sourire. Monica Franklin m'apprenait quelque chose d'important sur la différence entre se mettre en colère et prendre sa revanche. Des conseils pour quelqu'un qui apprend encore le jeu. Ouais. Arrête de jouer en défense et passe à l'attaque. Émilie est vulnérable en ce moment. Au chômage, humiliée, dépendante des autres pour son soutien. C'est le moment de frapper. À quoi tu penses? Retrouvons-nous pour un café demain. Je te montrerai comment gagner une guerre de divorce. J'ai accepté de la rencontrer, j'ai raccroché et je suis retourné à mes recherches dans nos dossiers financiers. Mais maintenant, je ne cherchais pas seulement des preuves des dépenses d'Émilie. Je cherchais des munitions. La guerre ne faisait que commencer. Prendre un café avec Monica Franklin, c'était comme recevoir un cours magistral sur la vengeance stratégique de quelqu'un qui en avait fait un article. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café du centre-ville. Loin de nos quartiers respectifs et des réseaux de ragots qui nous avaient tous les deux rendus temporairement célèbres. Monica avait l'air différente de la confrontation sur le porche. Plus calme, plus contrôlée, mais avec un tranchant qui suggérait qu'elle était loin d'en avoir fini avec sa campagne contre Rick et Emily. Alors, dit-elle en remuant du sucre dans son latte. Dave me dit que tu es prêt à arrêter de jouer au gentil. Dave parle trop. Dave est un bon ami. Il a aussi raison. Tu as été trop passif dans toute cette affaire. Emily et Rick ont créé ce gâchis, mais tu les laisses contrôler le récit. J'ai siroté mon café et j'ai étudié Monica. Elle était séduisante d'une manière qui suggérait qu'elle n'avait jamais eu à compter uniquement sur son physique. Intelligente, confiante, avec une sorte de présence qui faisait probablement que Rick se sentait plus homme quand ils étaient ensemble. Maintenant, elle utilisait ces mêmes qualités pour le détruire systématiquement. Que veux-tu dire par contrôler le récit? Pense-y. En ce moment, Emily est la victime. Elle a perdu son travail. Elle vit chez sa mère. Elle raconte probablement à qui veut l'entendre que tu es cruel et vindicatif. Pendant ce temps, Rick joue le mari repentant qui a fait une erreur et est puni trop sévèrement. Mais tout le monde sait qu'il trompait. Tout le monde sait qu'il prévoyait de tromper. Il y a une différence. Ils ne sont jamais allés à Miami, n'ont jamais eu de liaison physique. Dans quelques semaines, quand les ragots se calmeront, ils commenceront à réécrire l'histoire. Ça deviendra l'histoire de deux personnes qui se sont reconnectées émotionnellement mais n'ont jamais franchi les limites physiques, et de deux conjoints vindicatifs qui ont surréagi. Je n'avais pas envisagé cet angle, mais Monica avait raison. Emily essayait déjà de minimiser ce qui s'était passé, qualifiant cela d'erreur et agissant comme si j'étais déraisonnable. Alors, que suggères-tu? Monica a souri, et c'était le genre de sourire qui avait probablement fait tomber Rick amoureux d'elle au début. Beau, intelligent et un peu dangereux. Nous nous assurons que tout le monde se souvient exactement de ce qu'ils ont fait, et nous nous assurons qu'ils subissent de vraies conséquences, pas seulement un embarras temporaire. Comme par exemple? Eh bien, Rick a déjà perdu son travail et la plupart de son argent, mais Emily, elle, a toujours sa famille qui la soutient, ses amis qui lui trouvent des excuses, et probablement un avocat qui lui dit qu'elle peut obtenir une pension alimentaire de ta part. Probablement. Nous devons changer cette équation.
La rendre toxique. Faire en sorte que la soutenir soit plus un problème qu'une aide. Monica a sorti son téléphone et m'a montré une page Facebook que je n'avais jamais vue. J'ai créé ça hier. Briseur de ménage de Minneapolis. Elle a déjà environ 300 abonnés. La page était dédiée à dénoncer les personnes qui brisaient des mariages, avec photos, noms et récits détaillés de leurs actions. Emily et Rick y figuraient en bonne place, mais ils n'étaient pas seuls. Apparemment, Minneapolis comptait plus de briseurs de ménage que je ne l'avais imaginé. C'est intense. C'est la justice. Ces gens pensent qu'ils peuvent détruire des familles sans conséquences. Je fournis les conséquences. J'ai parcouru les publications, lisant les commentaires d'autres conjoints trahis, d'amis de victimes et de personnes lambda exprimant leur indignation face aux tricheurs présentés. La publication d'Emily avait été partagée 47 fois et comptait plus de 200 commentaires, la plupart peu flatteurs. Monica, cela pourrait être considéré comme du harcèlement. Par qui? Tout ce que j'ai publié est vrai et documenté. Emily et Rick ont créé cette situation. Je m'assure juste que les gens le sachent. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Emily. Sam, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler de cette page Facebook. Les gens me reconnaissent à l'épicerie. J'ai montré le message à Monica, qui a ri. Bien. Peut-être qu'elle y réfléchira à 2 fois avant de briser le mariage de quelqu'un d'autre. Elle veut que je te fasse arrêter. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je n'ai pas encore répondu. Voici ce que tu vas lui dire. Tu envisageras de me demander de retirer la publication si elle accepte un divorce à l'amiable, sans pension alimentaire, et une division des biens à 50-50e. J'ai regardé Monica, stupéfait. Tu penses qu'elle acceptera? Je pense qu'elle est assez désespérée pour y réfléchir, surtout une fois que la phase 2 commencera. La phase 2? Le sourire de Monica s'est élargi. Rick pense qu'il a touché le fond, mais il a tort. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Elle a sorti un dossier en manille et a étalé son contenu sur la table entre nous. Relevés bancaires, factures de carte de crédit, reçus et ce qui ressemblait à des rapports de détective privés. Rick me trompe depuis des années, dit-elle d'un ton neutre. Pas seulement avec Emily, mais avec au moins 3 autres femmes que je peux documenter. Il a tout un système, des cartes de crédit séparées, une boîte postale, même un deuxième téléphone. J'ai pris l'un des rapports, parcourant les détails. Rick avait été plus occupé que je ne l'avais imaginé, avec des liaisons remontant presque au début de son mariage avec Monica. Bon sang, depuis quand sais-tu? Je m'en doutais depuis environ 1 an, mais je ne pouvais rien prouver. Rick est très doué pour brouiller les pistes. Mais Emily l'a rendu négligent. Il est devenu imprudent parce qu'il pensait être amoureux. Pourquoi ne l'as-tu pas confronté avant? Parce que je voulais être sûr, et parce que je voulais rassembler suffisamment de preuves pour le détruire complètement le moment venu. Monica a rassemblé les papiers. Rick pense que c'est à propos d'Emily, mais Emily n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est à propos de 4 ans de mensonges, de manipulation et de trahison. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Je vais m'assurer que Rick ne travaillera plus jamais dans la vente. Ces liaisons, 3 d'entre elles, étaient avec des clientes. Ce n'est pas seulement de l'adultère, c'est une faute professionnelle. J'ai déjà envoyé des copies au Better Business Bureau, à la commission des licences de l'État et à toutes les concessions automobiles des Twin Cities. J'ai ressenti un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation. Monica n'était pas seulement en colère. Elle était méthodique, minutieuse et absolument impitoyable. Monica, c'est nucléaire. C'est la justice. Rick a détruit notre mariage, traumatisé nos enfants et m'a humilié devant toute notre communauté. Maintenant, il doit faire face aux conséquences de chaque choix qu'il a fait. Et Emily n'était qu'un symptôme du problème de Rick. Mais elle reste responsable de ses propres choix. Monica a fini son café et s'est levée. La question est, qu'est-ce que tu vas faire de ton problème? J'ai pensé à Emily, probablement assise dans sa chambre d'enfant chez sa mère, répondant aux appels d'amis qui avaient vu la page Facebook. J'ai pensé à l'argent qu'elle avait dépensé pour de nouveaux vêtements et des dîners coûteux en prévoyant de me quitter. J'ai pensé aux mensonges, à la tromperie et au mépris total pour notre mariage. Je vais gagner, ai-je dit. Monica a hoché la tête avec approbation.
Bien. Parce que les gentils ne finissent pas derniers au tribunal des divorces. Ce sont les malins qui gagnent. Et tu es sur le point de devenir très malin, très rapidement. Nous nous sommes séparés devant le café, et je suis rentré chez moi en pensant à tout ce que Monica m'avait montré. Elle avait raison sur un point. J'avais joué en défense alors que j'aurais dû jouer en attaque. Émilie avait trahi notre mariage, mais c'est moi qui agissais comme si j'avais quelque chose à me reprocher. Cet après-midi-là, j'ai appelé Patricia Chen et je lui ai dit que je voulais changer notre stratégie. Au lieu d'essayer de minimiser les dégâts du divorce, je voulais maximiser les conséquences pour Émilie. Je voulais documenter chaque dollar qu'elle avait dépensé pour sa liaison, chaque mensonge qu'elle avait dit, chaque façon dont elle avait violé notre mariage. C'est une approche plus agressive, m'a prévenu Patricia. Ce sera plus cher et plus long. Je m'en fiche. Je ne paierai pas de pension alimentaire à quelqu'un qui prévoyait de me tromper. D'accord, mais si nous allons jouer dur, nous devons être prêts à ce qu'Émilie fasse de même. Elle pourrait essayer de prétendre à de la violence psychologique, un contrôle financier, tout ce qui vous ferait passer pour le méchant. Quel essai? J'ai 8 ans de mari fidèle et 3 semaines de preuves documentées qu'elle est une menteuse. Ce soir-là, Émilie a rappelé. Cette fois, j'ai répondu. Sam, c'est allé trop loin. Cette page Facebook ruine ma vie. Bien. Les gens me dévisagent, chuchotent à mon sujet. Je ne peux aller nulle part sans que quelqu'un me reconnaisse. Bienvenue dans le monde des conséquences, et M. C'est une vraie saloperie. Tu dois faire arrêter Monica. Je n'ai rien à faire. Monica n'est pas ma responsabilité. C'est celle de Rick. Si tu veux qu'elle arrête, convainc Rick d'arranger les choses avec sa femme. Rick ne peut rien faire. Elle a déjà demandé le divorce. Alors je suppose que tu es coincé à être célèbre pour toutes les mauvaises raisons. Émilie est restée silencieuse un moment. Que veux-tu, Sam? Que faudra-t-il pour que ça s'arrête? J'ai pensé au conseil de Monica de jouer en attaque plutôt qu'en défense. Je veux un divorce à l'amiable. Pas de pension alimentaire, une division des biens à 50-50e, et tu prends la responsabilité de toutes les dettes que tu as contractées pendant ta liaison. Ce n'est pas juste. Juste? Émilie, tu prévoyais de me tromper puis de divorcer. Tu as dépensé notre argent pour un autre homme en me mentant en face pendant des semaines. Ne me parle pas de ce qui est juste. Je n'ai jamais vraiment trompé. Seulement parce que je t'ai surprise avant. Une autre longue pause. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Tu as 24 heures. Après ça, on fera ça à la dure. Et crois-moi, tu n'aimeras pas la manière forte. J'ai raccroché et je me suis versé un verre. Dehors, je pouvais voir Madame Henderson arroser ses fleurs et jeter de temps en temps un coup d'œil vers ma maison. Tout le quartier attendait probablement de voir la suite du drame du mariage Callahan. Mon téléphone a vibré. Un texto de Dave. J'ai entendu dire que tu avais pris un café avec Monica. C'est une force de la nature. J'ai répondu. Elle m'apprend des choses que je n'ai jamais voulu apprendre. Parfois, les meilleures leçons de la vie viennent des pires situations. Tu tiens le coup? J'ai regardé autour de moi la maison qu'Émilie et moi avions partagée pendant 8 ans, les photos que nous ne décrocherions jamais et l'avenir que nous n'aurions jamais, et j'ai réalisé quelque chose de surprenant. Je faisais plus que tenir le coup. Pour la première fois depuis le début de ce bazar, j'avais l'impression de gagner. Ouais, ai-je tapé en réponse. Je tiens le coup, sans problème. Les 24 heures d'Émilie se sont transformées en 36. Et quand elle a finalement appelé, sa voix avait la fragilité de quelqu'un qui a pleuré pendant des jours. Sam, j'accepte ton offre. Divorce à l'amiable, division 50-50e, pas de pension alimentaire. Et les dettes de ta liaison? J'en prendrai la responsabilité aussi. J'aurais dû me sentir victorieux, mais au lieu de ça, je me sentais étrangement vide. C'était la femme avec qui j'avais prévu de vieillir. Et maintenant, nous négocions les termes de notre séparation comme des partenaires commerciaux dissolvant une entreprise. Bien. Je vais demander à Patricia de rédiger les papiers. Sam, j'ai besoin de récupérer quelques-unes de mes affaires à la maison. Des vêtements, des objets personnels. Quand? Ce soir. Je ne veux pas croiser les voisins pendant la journée.
Toute cette histoire a été assez humiliante comme ça. J'ai failli dire non par dépit, mais j'ai décidé de prendre le dessus. D'accord, mais je veux être là quand tu le feras. Et juste les objets personnels. On s'occupera des meubles et du reste plus tard. Merci. Après avoir raccroché, j'ai appelé Monica pour la mettre au courant de la capitulation d'Emily. Elle semblait satisfaite, mais pas surprise. Rick essaie de m'appeler toute la journée, a-t-elle dit. Je pense qu'Emily lui a parlé de ton ultimatum, et il panique. Pourquoi paniquerait-il? Ça ne le concerne pas vraiment. Oh, mais si. Tu vois, Rick comptait sur le fait qu'Emily aurait un endroit où aller après son divorce. Plus précisément, chez lui. Mais Rick n'a plus de chez lui. Il vit dans un motel, tu te souviens? Et après-demain, il n'aura même plus ça. Que se passe-t-il demain? Demain, tous ces rapports de faute professionnelle que j'ai déposés commenceront à être examinés. Rick va être occupé à expliquer ses pratiques commerciales à diverses agences de régulation. Il n'aura pas le temps de jouer à la maison avec Emily. La minutie de Monica continuait de m'étonner. Elle avait pensé à des angles que je n'aurais jamais envisagés. Alors, qu'est-ce qui va leur arriver? C'est leur problème à résoudre. J'ai fini de gérer la vie de Rick. Ce soir-là, Emily est arrivée à la maison avec 2 valises et une expression défaite. Elle semblait plus petite, comme si les dernières semaines l'avaient physiquement diminuée. J'ai ressenti une pointe de quelque chose qui aurait pu être du regret, mais je l'ai repoussé. Je vais juste prendre mes affaires et partir, a-t-elle dit doucement. Prends ton temps. Je l'ai suivie à l'étage, non pas pour la surveiller, mais parce que je ne supportais pas l'idée de rester seule dans notre salon pendant qu'elle emballait les restes de notre mariage. Elle s'est déplacée efficacement dans notre chambre, prenant des vêtements et des articles de toilette, mais laissant derrière elle tout ce qui pourrait être considéré comme un bien commun. Sam, dit-elle en pliant un pull que je lui avais offert pour Noël il y a 2 ans. Je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi mal. Qu'est-ce que tu voulais alors? Elle s'est assise sur le lit, tenant le pull comme un doudou. Je ne sais pas. J'étais malheureuse, et Rick m'a fait me sentir différente, excitante, comme la personne que j'étais avant de me marier et de me ranger. Donc, c'est parce que j'étais ennuyeux. Non, c'est parce que j'étais égoïste et stupide et que je ne savais pas comment te parler de mon sentiment d'être piégé. Je me suis assis à côté d'elle, en gardant une distance prudente. Tu te sentais piégé. Pas par toi exactement, partout. La routine, la prévisibilité, le sentiment que toute ma vie était tracée et qu'il n'y aurait plus de surprise. Alors tu as décidé de créer ta propre surprise. J'ai décidé de faire quelque chose qui me faisait me sentir vivante à nouveau. Je sais que ce n'est pas une excuse. Tu as raison. Ce n'en est pas une. Emily a fini de faire ses valises en silence pendant que je la regardais depuis le seuil. Quand elle a eu terminé, elle s'est tenue au milieu de notre chambre et a regardé autour d'elle comme si elle la mémorisait. Je suis désolé, Sam, pour tout. Tu méritais mieux. Ouais, c'est vrai. Elle a descendu ses valises et je l'ai suivie. À la porte d'entrée, elle s'est retournée une dernière fois. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, on signe des papiers et on devient des étrangers qui ont été mariés. Eric? Qu'en est-il de lui? Monica détruit sa vie. Ce n'est pas suffisant? J'ai réfléchi sérieusement à la question. Rick Franklin avait poursuivi ma femme, prévu de coucher avec elle et n'avait montré aucun respect pour mon mariage ou le sien. Mais c'était aussi un homme dont la vie s'effondrait, dont les enfants lui parlaient à peine et dont l'avenir semblait de plus en plus sombre. Emily, Rick a fait ses choix, tout comme tu as fait les tiens. Si Monica veut réduire sa vie en cendres, c'est entre eux. Je ne suis pas son sauveur, et je ne suis pas le tien. Elle a hoché la tête et s'est dirigée vers sa voiture. Puis elle s'est arrêtée. Sam, penses-tu que tu me pardonneras un jour? J'ai considéré la question, regardant cette femme qui avait partagé mon lit, mes rêves et ma confiance, qui avait tout jeté pour la promesse d'excitation avec un homme qui apprenait maintenant que les actions ont des conséquences. Je ne sais pas, et aime. Elle est montée dans sa voiture et est partie, et j'ai regardé ses feux arrière disparaître au coin de la rue. Puis je suis rentré et je me suis versé un verre. Mon téléphone a sonné. Monica. Comment ça s'est passé? Elle a pris ses affaires et est partie. C'était anticlimatique. La meilleure vengeance l'est souvent.
Ce ne sont pas les grands moments dramatiques. Ce sont les conséquences lentes et régulières qui s'accumulent avec le temps. En parlant de conséquences, que se passe-t-il avec Rick? Le rire de Monica avait un côté tranchant. Rick est sur le point de découvrir que les enquêtes pour faute professionnelle sont très approfondies et très publiques. Quand ils en auront fini avec lui, il ne pourra même plus trouver un travail de vendeur de voitures d'occasion à Fargo. Et ça ne te dérange pas, Sam? Rick ne m'a pas seulement trompé. Il a volé 4 ans de ma vie, a traumatisé nos enfants et m'a fait douter de ma propre santé mentale avec ses mensonges et sa manipulation. Ce qui lui arrive maintenant, ce n'est pas de la vengeance. C'est la justice. Après avoir raccroché, j'ai traversé la maison qu'Emily et moi avions partagée, la voyant avec des yeux neufs. La cuisine où elle avait menti sur ses soirées tardives. La chambre où elle avait planifié son voyage à Miami. Le salon où nous avions regardé la télévision ensemble pendant qu'elle envoyait des textos à un autre homme. Mais aussi la cuisine où nous avions préparé le dîner ensemble les dimanches paresseux. La chambre où nous avions fait l'amour et partagé des rêves. Le salon où nous avions ri de films stupides et planifié notre avenir. Les bons souvenirs étaient toujours là, mais ils semblaient différents maintenant, comme des photographies qui avaient été exposées à trop de lumière, délavées et en quelque sorte moins réelles qu'auparavant. 3 mois plus tard, le divorce était finalisé. Emily avait trouvé un emploi dans une plus petite agence de marketing à Saint-Paul, gagnant environ la moitié de ce qu'elle gagnait avant. Rick avait déménagé à Milwaukee, où il travaillait dans un parc de voitures d'occasion et vivait dans un studio. Monica avait gardé la maison, les enfants et la plupart de leurs biens, et sortait apparemment avec un médecin qu'elle avait rencontré dans son club de lecture. Dave et moi buvions des bières au Murphy S, célébrant mon retour officiel au célibat, quand il a posé la question que j'attendais. Des regrets? J'y ai réfléchi sérieusement. À propos du divorce? Non. Sur la façon dont ça s'est terminé? Parfois. Que veux-tu dire? Je veux dire, j'aurais peut-être pu gérer ça différemment, être moins vindicatif, prendre le dessus. Dave a secoué la tête. Sam, tu as pris le dessus. Tu aurais pu rendre la vie d'Emily bien pire que tu ne l'as fait. Tu aurais pu faire traîner le divorce, te battre pour chaque bien, la faire payer pour ce qu'elle a fait d'une manière qui l'aurait complètement détruite. Monica n'a certainement pas pris le dessus avec Rick. La situation de Monica était différente. Rick la trompait depuis des années, mentait surtout, la faisait se sentir folle. Ce qu'elle lui a fait était proportionnel à ce qu'il lui a fait. Je suppose que c'était vrai. Emily m'avait trahi, mais c'était une liaison, ou une liaison planifiée, pas un schéma de tromperie s'étendant sur des années. Rick avait construit tout son mariage sur des mensonges, tandis qu'Emily n'en avait dit que quelques gros. Et maintenant, a demandé Dave. Maintenant, je dois comprendre comment être de nouveau célibataire. Peut-être prendre ces vacances au Colorado dont je parle depuis des années. Seul? Pour l'instant. Je ne suis pas vraiment prêt à faire de nouveau confiance à quelqu'un. Dave a levé sa bière. Au nouveau départ et aux leçons durement apprises. Nous avons trinqué, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La paix. Pas le bonheur exactement, mais l'absence de l'anxiété et de la colère constante qui m'avait consumé depuis que j'avais trouvé cette confirmation de voyage dans la poche d'Emily. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. Sam, c'est Monica. Je voulais que tu saches que Rick déménage définitivement à Milwaukee. Je pensais que tu aimerais savoir qu'il est officiellement hors de ton orbite. J'ai répondu. Merci pour l'info. Comment vas-tu? Mieux chaque jour. Il s'avère que la vie après un mari infidèle est plutôt belle. J'espère que tu découvres la même chose. J'ai regardé autour de moi au Murphy S Taverne, Dave racontant une histoire sur ses dernières aventures de gardien de sécurité, les autres clients vivant leur propre vie compliquée, le barman qui nous servait depuis 5 ans et se souvenait toujours de comment nous aimions nos verres. C'était ma vie maintenant. Pas la vie que j'avais planifiée, pas la vie que je voulais, mais la vie que j'avais gagnée en refusant d'accepter la trahison et les mensonges comme le prix du mariage. Ouais, ai-je répondu à Monica. Je découvre la même chose. Et pour la première fois depuis le début de ce bazar, je le pensais vraiment. 6 mois plus tard, j'ai croisé Emily à l'épicerie. Elle était dans le rayon des fruits et légumes, regardant les pommes comme si elle pouvait détenir les secrets de l'univers. Elle avait coupé ses cheveux plus courts et perdu un peu de poids.
Et elle avait l'air différente. Pas plus heureuse exactement, mais plus posée en quelque sorte. Salut samedi. Émilie, comment vas-tu? Je vais bien. Je m'en sors. Et toi? Pareil. Nous sommes restés là un moment. Deux personnes qui partageaient tout et qui n'avaient plus rien à se dire. J'ai entendu dire que Rick avait déménagé à Milwaukee, a-t-elle finalement dit. Ouais, j'ai entendu ça aussi. Nous ne nous parlons plus. Pas depuis que le divorce est finalisé. J'ai hoché la tête. Probablement mieux ainsi. Sam, je veux que tu saches que je suis une thérapie, pour essayer de comprendre pourquoi j'ai fait les choix que j'ai faits. C'est bien, et aime. J'espère que ça t'aide. Ça aide. J'apprends que ce que j'ai fait n'était pas vraiment à propos de toi ou même de Rick. C'était à propos de moi, qui ne savais pas comment être heureuse avec ce que j'avais. Je suis content que tu y vois plus clair. Elle a pris une pomme, l'a examinée, l'a reposée. Penses-tu parfois à ce qui aurait pu se passer si nous avions essayé la thérapie au lieu du divorce? J'ai considéré la question. Parfois. Mais je pense que nous étions probablement déjà trop loin au moment où j'ai découvert pour Rick. Ouais, probablement. Nous nous sommes dit au revoir et avons suivi nos chemins séparés dans le magasin. Je ne ressentais ni colère, ni blessure, ni nostalgie. Je ne ressentais rien, et cela ressemblait à un progrès. À la caisse, le caissier, un gamin qui ne pouvait pas avoir plus de 20 ans, a regardé mes articles et a souri. Vous préparez une fête? J'ai baissé les yeux sur mon chariot. Des steaks, de la bière, de la crème glacée et les ingrédients pour le dîner élaboré que je préparais pour une femme nommée Sarah, que j'avais rencontrée au barbecue de Dave et avec qui je sortais depuis 2 mois. Quelque chose comme ça, ai-je dit. Ça doit être une sacrée fête. J'ai payé mes courses et je suis rentré chez moi, dans la maison qui commençait enfin à me ressembler à nouveau. Sarah serait là dans 1 heure, et nous allions cuisiner ensemble, regarder un film et peut-être planifier un week-end au chalet dont elle me parlait. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue avec Émilie, mais c'était une belle vie. Peut-être même une meilleure vie, construite sur l'honnêteté, la confiance et la connaissance durement acquises que certaines personnes valent la peine qu'on se batte pour elles, et que certains combats valent la peine qu'on les abandonne. En me garant dans mon allée, j'ai vu Madame Henderson arroser ses fleurs. Elle m'a fait un signe de la main et j'ai répondu. La machine à ragots du quartier était passée à d'autres scandales, d'autres drames, d'autres personnes apprenant de dures leçons sur l'amour, la trahison et le prix des mauvais choix. À l'intérieur, j'ai commencé à préparer le dîner et j'ai pensé au texto que j'avais envoyé à Dave plus tard. Il s'avère que la vie après une femme infidèle est plutôt belle, aussi. Et elle l'était.